Nous allons examiner le travail d'élaboration de la décision, les formes de la décision, enfin le sens et la portée de la décision. Voyons d'abord la délibération sur la décision. Toute décision prise par une juridiction doit avoir été délibérée, c'est-à-dire élaborée, réfléchie, argumentée. Une décision juridictionnelle est avant tout une construction intellectuelle adossée à des faits qui doit présenter une grande cohérence, éventuellement de la subtilité, et témoigner de la maîtrise du droit de celui qui l'apprend. Ce travail de réflexion, qui n'est pas nécessairement très long selon la nature des faits sur lesquels le juge doit se prononcer, permet à ce dernier de motiver sa décision. Il peut répondre aux arguments juridiques et factuels qui ont été débattus, se déterminer sur la culpabilité ou l'innocence de la personne qui comparaît devant lui et mesurer la peine qu'il entend éventuellement prononcer. C'est un travail d'argumentation, collectif si la juridiction est composée de plusieurs personnes, ou individuel si le tribunal statue à juge unique. En tout état de cause, la délibération est secrète. Quelles sont les formes de la décision ? La décision suit l'audience au cours de laquelle les débats ont eu lieu. Elle peut intervenir immédiatement, c'est le cas pour la cour d'assises, ou être rendue à l'occasion d'une audience ultérieure devant le tribunal correctionnel si la juridiction estime avoir besoin de temps pour élaborer sa décision. La décision doit être motivée, c'est-à-dire contenir les considérations de fait et de droit qui la justifient. C'est à cette seule condition qu'elle peut être comprise, partagée ou critiquée. La décision est rendue oralement, en audience publique. Une décision écrite est ensuite mise à la disposition des parties. Examinons le sens et la portée de la décision. Les décisions rendues par les juridictions répressives peuvent être classées en 3 catégories. Les décisions avant dire droit, les décisions d'incompétence, enfin les décisions sur le fond. Les décisions avant dire droit sont celles qui ne tranchent pas le fond du dossier, mais préparent seulement la solution. Elles consistent à se prononcer sur des éléments périphériques à la procédure. C'est en ce sens qu'elles sont prises avant de dire le droit. Il peut s'agir de décisions sur la recevabilité d'une partie civile, de décisions statuant sur un problème de compétence soulevé par une partie, ou de décisions procédant à la nomination d'un expert. S'agissant des décisions d'incompétence, la juridiction de jugement doit systématiquement vérifier sa compétence territoriale ou fonctionnelle avant de se prononcer sur le fond. La décision d'incompétence, à la différence de la décision avant dire droit, emporte le dessaisissement de la juridiction qui ne pourra donc plus statuer sur la procédure. Et qu'en est-il des décisions sur le fond ? On peut les classer en 4 catégories. Les décisions de relax ou d'acquittement, les décisions de dispense de peine, les décisions d'ajournement, enfin les décisions de condamnation. Les décisions de relax ou d'acquittement sont celles qui renvoient les prévenus ou les accusés des fins de la poursuite. En d'autres termes, celles qui consacrent leur innocence. Elles peuvent être fondées sur des motifs de droit ou de fait tels que l'insuffisance des charges. Les décisions de dispense de peine consacrent la culpabilité du prévenu, mais ne prononcent pas de peine contre lui. Cette situation est possible lorsque sont réunies plusieurs conditions. Le reclassement du prévenu, qui n'aura commis qu'un fait isolé d'une gravité mineure, la réparation constatée du dommage, la cessation du trouble résultant de l'infraction. La dispense de peine ne fait pas disparaître la responsabilité civile du prévenu, qui restera ainsi soumis à une éventuelle obligation d'indemnisation. Qu'en est-il des décisions d'ajournement ? Le Code pénal envisage plusieurs situations dans lesquelles l'ajournement, c'est-à-dire le fait de différer la décision sur la peine, est possible. L'ajournement simple intervient lorsque le reclassement du prévenu est en voie d'être acquis et que le préjudice de la victime est en voie d'être réparé. Le tribunal, après avoir déclaré le prévenu coupable, ajourne sa décision sur la peine à une audience ultérieure afin de pouvoir prendre en considération l'évolution de sa situation. S'agissant de l'ajournement avec mise à l'épreuve, la situation est la même, mais le prévenu est alors placé sous le contrôle d'un juge d'application des peines qui contrôlera ses efforts de reclassement et d'indemnisation. S'agissant de l'ajournement avec injonction, cette décision est applicable dans les cas où l'infraction poursuivie consiste en un manquement à une obligation déterminée prévue par la loi ou le règlement, procéder à des travaux de sécurisation ou de régularisation par exemple. Le tribunal enjoint au prévenu de se soumettre à l'obligation qu'il a occultée et lui accorde un délai avant de se prononcer sur la peine. C'est en quelque sorte un encouragement formel à respecter la loi.
Qu'en est-il des décisions de condamnation? Ce sont celles qui prononcent une peine. Le Code pénal prévoit explicitement que dans le but d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, la peine a pour fonction complexe de sanctionner l'auteur de l'infraction et de favoriser son amendement. Le condamné doit par ailleurs acquitter un droit fixe de procédure dont le montant est déterminé par le Code général des impôts. S'il y a une partie civile, la juridiction fixera le montant des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi. Par ailleurs, la partie civile pourra obtenir le remboursement des sommes exposées par elle pour les besoins de la procédure, tels que les honoraires d'avocat.